Bonjour chères étudiantes et étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série numéro 4 de probabilité qui concerne les variables aléatoires discrètes. Avant d'entamer les exercices, je tiens à vous présenter un petit rappel de cours qui est en relation avec les variables aléatoires discrètes. Vous avez vu d'une manière générale et d'une manière très synthétique, vous avez vu au niveau du cours magistral avec M. Géré deux principales notions. Vous avez vu la fonction de répartition, donc la relation correspondante à la fonction de répartition dans le cas discret, elle est égale, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à p de x qui est inférieur ou égal à petit x. Aussi, vous avez vu un certain nombre de lois discrètes. Parmi les lois discrètes que vous avez vu la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi hypergéométrique. Aussi, parmi les choses que vous avez vu les principales caractéristiques de chaque loi. Parmi ces caractéristiques, vous avez vu l'espérance mathématique et la variance de x. Pour chaque loi discrète, la loi de Bernoulli, vous avez vu son espérance mathématique est égale à P et sa variance de x est égale à P fois Q avec Q qui est égal à 1 moins P. La loi binomiale de paramètres petit n et P, son espérance de x est égale à petit n fois P et sa variance de x est égale à petit n fois P fois Q. La loi de Poisson, son espérance de x est égale à sa variance de x qui est égale à lambda. Et la loi hypergéométrique, son espérance de x est égale à petit n fois P avec P qui est égal à grand N1 sur grand N. Et la variance de x est égale à petit n fois P fois 1 moins P fois grand N moins N sur grand N moins 1. Ça, d'une manière générale, ce que vous avez vu au niveau du cours magistral. Maintenant, on va entamer les exercices. Je vous lis l'exercice numéro 1, je vous lis l'énoncé. Deux familles A et B choisissent de passer leurs vacances d'été à la ville d'Ifrane. Elles disposent de 5 circuits balisés de promenade, C1, C2, C3, C4 et C5. Chaque matin, chacune des familles tire au hasard, indépendamment l'une de l'autre. Et retenez très bien cette phrase qu'on va utiliser dans l'exercice. Indépendamment l'une de l'autre, un des 5 circuits. Vous avez la première question. Combien y a-t-il de tirages possibles pour l'ensemble des deux familles? On peut reformuler cette question autrement dit. Au lieu de dire combien y a-t-il de tirages possibles pour les deux familles, on peut dire combien y a-t-il de cas possible. Et si vous pouvez vous rappeler, on a vu cette notion de cas possible dans l'analyse combinatoire. Donc on va essayer de répondre à la première question. Vous avez deux familles. Donc première question, on parle de deux familles. La famille A et la famille B. Donc la première famille, la famille A, elle a le choix entre soit le circuit numéro 1, soit le circuit numéro 2, soit le circuit numéro 3, soit le circuit numéro 4, soit le circuit numéro 5. Donc au total, combien elle a de choix? Elle a 5 choix. Alors que pour la deuxième famille, B, la même chose, elle aura le choix entre le premier circuit C1 ou C2 ou C3 ou C4 ou C5. Ça veut dire au total, elle a combien de choix? Elle a 5 choix. Et notre question porte sur combien y a-t-il de cas possibles pour les deux familles à la fois. Ça veut dire que je devrais multiplier les 5 choix fois 5 choix pour la deuxième famille B. Pourquoi? Qu'est-ce qui me justifie, me permet d'utiliser la multiplication? C'est que vous avez cette phrase que je vous ai montrée au départ, que les deux familles, donc chacune tire au hasard indépendamment l'une de l'autre. Ça veut dire que l'événement A, il est indépendant de l'événement B. La raison pour laquelle je peux utiliser la multiplication. Donc la réponse, c'est 5 fois 5 qui vous donnera 25 tirages possibles ou choix possibles. Donc c'est la première
réponse. Et c'est ce que vous avez au niveau du polycopié, au niveau de la réponse. Donc la famille A a 5 choix de même que la famille B. Il y a 25 tirages possibles. Maintenant, la deuxième question, quelle est la probabilité pour qu'elle fasse le même jour, le même circuit? Donc, deuxième question, on va supposer qu'on appelle A et B un tirage. Donc le premier tirage qui concerne la famille A, deuxième tirage qui concerne la famille B. Donc la première famille, elle a le choix entre combien de circuits? Elle devrait choisir soit le premier circuit, soit le deuxième, soit C3, soit C4, soit C5. Donc combien de choix elle a? Elle a 5 choix. Alors, pour la deuxième famille, le deuxième tirage P, donc pour pouvoir répondre à la question et à la condition qu'on a, le fait que les deux familles fassent le même circuit, le même jour. Ça veut dire que la deuxième famille B devrait choisir le même circuit qui a été choisi par la famille A. Supposons que la famille A, elle a choisi circuit numéro 3. Donc la famille B doit forcément choisir le circuit numéro 3. Donc combien de choix elle a? Elle a un choix. Donc 5 fois 1. Et comme vous avez vu au niveau du cours magistral, que chaque probabilité se calcule à travers les cas favorables sur les cas possibles. Ça veut dire, donc 5 qu'on a trouvé, 5 fois 1, ça vous donnera 5 sur 25. Donc la réponse, c'est le 1/5. Par rapport à la deuxième question. Donc c'est ce que vous avez au niveau de la réponse, au niveau du polycopié. Maintenant, la troisième question. Quelle est la probabilité pour que pendant un jour consécutif, elle ne se trouve jamais sur le même circuit? Au niveau de ces questions, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est qu'on pourrait répondre directement à la question. Donc ici, on va supposer la probabilité, on devrait calculer la probabilité qu'elle ne se trouve jamais sur le même circuit. Donc on va supposer pour le premier, pour un jour consécutif. Donc le premier jour, pour qu'elle ne se trouve jamais sur le même circuit, on va supposer pour la famille A, pour la famille B. La famille A devrait choisir entre combien de circuits? 4 circuits. Alors que la deuxième famille devrait choisir donc le circuit qui reste des 5 circuits qu'on a. Donc elle devrait choisir le circuit donc le reste des circuits. Et bien sûr, toujours on va utiliser la multiplication. Donc 4 fois 1, ça vous donnera 4. Donc 4 sur combien de choix ou de circuits on a? On a 5. Donc la réponse par rapport au premier jour, c'est 4 sur 5. Deuxième jour. Donc, supposons que donc, la première famille A et B, la première famille devrait choisir entre le premier un circuit. Donc elle a le choix entre un circuit, les 4 circuits qui restent pour qu'elle ne se retrouvent pas ou ne se croisent pas. Donc il reste combien de circuits? 4 pour B, pour qu'elle ne se retrouve pas. Toujours, donc 1 fois 4 sur combien? C'est 4 sur 5 circuits qu'on a. Le troisième jour, de la même manière, donc vous avez la famille A, la famille B. Donc nous supposons que la famille A, elle a 4 circuits sur lesquels elle pourrait se baser pour faire le choix. Et donc il reste un circuit pour la famille B. Donc 4 fois 1, c'est 4 sur combien de circuits au total on a? C'est 5. Donc le premier jour, c'est 4 sur 5, plus le deuxième jour, plus le troisième jour pour B.
plus. Donc pour n jours, ça veut dire que notre réponse devrait être de la manière suivante, c'est 4 sur 5 à la puissance n, parce qu'on a n jours. Soit cette méthode, soit la méthode qu'on a présentée au niveau du corrigé, qui vous dit, donc on va supposer que x, c'est le nombre de jours où les deux familles font le même circuit, et cette variable x doit suivre une loi binomiale de paramètres n et p qui est égal à le 1/5. Pourquoi elle suit une loi binomiale? Parce que vous savez, comme vous avez vu dans le cours magistral, la loi binomiale, c'est un cas général de la loi de Bernoulli. Et la loi de Bernoulli, c'est une épreuve qui suppose soit la réussite, soit l'échec. La réussite ici, c'est le fait que les deux familles se croisent ou se retrouvent. Donc P est égal à le 1/5. Et l'échec, c'est 1 moins le 1/5 qui est le 4 sur 5. Pourquoi on a une loi binomiale? Donc, parce qu'on a le caractère répétitif ou la répétition de cet événement-là. Donc le fait d'avoir la répétition, c'est ce qui nous permet de dire qu'on parle de loi qui est binomiale. Donc pour répondre à notre question, la probabilité qu'elles ne se croisent pas ou ne se retrouvent pas dans le même circuit, on devrait tout simplement calculer P de x qui est égal à 0 par rapport à la définition de notre variable de départ. Donc P de x est égal à 0. On peut la refléter à travers l'événement contraire, c'est 1 moins P à la puissance n qui est 4 sur 5 à la puissance n. Et c'est le résultat qu'on a trouvé au niveau de la première méthode. Maintenant, la quatrième question. Vous avez déterminé la petite valeur, la plus petite valeur de n pour laquelle la probabilité de se retrouver au moins une fois sur le même circuit est supérieure ou égale à 0,9. Tout d'abord, la probabilité de se retrouver une fois sur le même circuit, ça veut dire qu'elle pouvait se retrouver une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à n fois. Donc normalement, qu'est-ce qu'il fallait calculer en contrepartie? Quatrième question, on devrait calculer P de x qui est supérieur ou égal à 1. Parce qu'elle devrait se retrouver ou se croiser au moins une fois. Au moins une fois, ça veut dire une fois, ainsi de suite. Que je peux refléter cette probabilité, je peux la remplacer en utilisant l'événement contraire, c'est 1 moins P de x qui est égal à 0. Là, à titre d'indication, comme ça a été indiqué par M. Géré au niveau du cours, c'est que je ne pourrais pas utiliser cette reformulation ou cette égalité que dans le cas discret. Donc le cas discret, je pourrais remplacer P de x supérieur ou égal à 1 par 1 moins P de x est égal à 0, justement dans le cas discret. Donc ça vous donnera quoi? C'est 1 moins P de x qui est égal à 0, on l'a calculé tout à l'heure, de 4 sur 5 à la puissance n. Cette valeur-là devrait être supérieure ou égale à 0,9. Par la suite, je continue, je peux multiplier ici par moins 1 et je change le signe. Si je multiplie, ça veut dire, si je multiplie par moins 1, ça vous donnera 4 sur 5 à la puissance n, inférieur ou égal, parce que j'ai multiplié ici par moins 1, 1 moins 0,9. Ça vous donnera 4 sur 5 à la puissance n, qui est inférieur ou égal à 0,1. Par la suite, je continue, donc n ici, et les supérieurs, j'intègre le ln, de ln de 0,1 sur le ln de 4 sur 5. Ça vous donnera, n il est égal à peu près 10,32, donc n est égal, devrait être supérieur ou égal à, donc supérieur ou égal à 10,32, donc à peu près elle devrait être égal à 10,32, donc n est égal à 11. Donc la réponse par rapport à la quatrième question, c'est ce que vous avez au niveau du polycopié. Maintenant, le deuxième exercice, deux amis participent à un jeu.
pour une mise de 0,50 dirhams. Tout résultat pair fait gagner le nombre de dirhams sur le jeu et tout résultat impair fait perdre le nombre de dirhams indiqués sur le jeu. Par exemple, obtenir 2 permet de gagner 2 dirhams, mais obtenir 3 fait perdre 3 dirhams. On note T, la variable aléatoire correspondante au gain algébrique en tenant compte de la mise. Première question, établir la loi de probabilité de T. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est un jeu entre deux amis. On peut refléter, ou on peut vous expliquer ce jeu-là. C'est comme le fait de lancer un dé. Vous savez très bien, un dé, il est constitué de combien de faces? Il est constitué de 6 faces. Donc nous avons dans un dé 6 faces et chaque face il est contient un numéro donc qui est de 1 jusqu'à 6. Vous avez le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le premier élément à retenir pour pouvoir répondre à la question. Deuxième élément, c'est que vous avez la variable t. Il est défini par quoi? Il est défini par ce qu'on a appelé dans l'exercice par le gain algébrique. Le gain algébrique qui suppose soit on aura le gain, soit la perte. Le gain, c'est le fait d'obtenir des numéros qui sont pairs. Donc les numéros qu'on a, on a 6 numéros. Vous avez les numéros pairs sont 2, 4 et 6. Les numéros impairs sont 1, 3 et 5. Donc c'est notre variable qui est définie par le gain algébrique. N'oublions pas que dans les deux amis font une mise d'un montant de 0,50 dirhams. Donc ce sont les éléments de réponse les éléments qu'on a dans l'exercice, qu'on va les utiliser dans les réponses. Donc nos tableaux, maintenant on va constituer notre tableau. Donc ici, vous avez la variable TI, vous avez la probabilité correspondante à T qui est égale à TI, et nous avons les valeurs des chiffres qu'on pourrait avoir dans le jeu. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la probabilité de tomber sur le numéro 1. On a 6 chiffres, donc la probabilité de tomber sur le numéro 1, c'est le 1 sixième. Le fait de tomber sur le numéro 1, donc c'est pour le candidat, c'est une perte ou c'est une réussite. Donc c'est un gain ou c'est une perte. C'est une perte. Donc ça veut dire qu'il va perdre combien? Il va perdre 1 dirham. Plus aussi, il va perdre le montant de la mise qu'il a effectué au départ. Ça veut dire le montant total qu'il va perdre lorsqu'il va trouver le numéro qui est impair, qui est 1, il va trouver moins 1,5. Par la suite aussi, vous avez, donc ici on va noter moins 1,5. S'il va tomber sur le numéro 2 c'est un numéro qui est pair, donc il va gagner. Il va gagner combien? Il va gagner 2 dirhams. Mais toujours, il fallait retrancher le montant de la mise qu'il a fait au départ, qui est moins de 0,50. Ça vous donnera combien? C'est le 1,5. Donc il va gagner 1,5. Toujours la probabilité de tomber sur le numéro 2, c'est le 1 sixième. La même chose pour le numéro 3. Donc s'il tombe sur le numéro 3, il va perdre 3 dirhams. Avec le montant de la mise qui est moins 0,50 dirhams. Donc il va perdre au total moins 3,5. Toujours la probabilité de tomber sur le numéro 3, c'est le 1 sixième.
La même chose, le même principe pour le reste. Vous avez le fait de tomber sur le numéro 4, c'est un numéro qui est pair, donc il va gagner 4 dirhams en retranchant le montant de la mise qui est de moins 0,50. Donc il va gagner combien? Il va gagner 3,5. Toujours le montant de la mise, il est égal à le 1/6. Par la suite, vous avez le fait de tomber sur le numéro 5. 5, c'est un numéro qui est impair, donc il va perdre moins 5 dirhams. Avec le montant de la mise qui est de 0,50, il va perdre moins 5,5 dirhams. Par la suite, vous avez toujours la probabilité de tomber sur le numéro 1, c'est le 1/6. Le fait de tomber sur le numéro 6, c'est un numéro qui est pair, donc il va gagner 6 dirhams et avec le montant de la mise qu'il va les retrancher, ça vous donnera 5,5 dirhams. Donc 5,5 dirhams. Le fait de tomber sur le numéro 6, la probabilité de tomber sur ce numéro, c'est toujours le 1/6. Donc voilà d'une manière générale comment on peut justifier les réponses que vous avez dans le tableau, que vous avez dans le polycopier. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, le jeu est-il équitable? Pour pouvoir justifier ou savoir est-ce que le jeu il est équitable, tout simplement pour que le jeu soit équitable, il fallait avoir la moyenne des gains devrait être égale à 0. Ça veut dire, autrement dit, qu'il fallait calculer ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Et l'espérance mathématique, comme vous l'avez vu dans le cours magistral, elle est égale à l'ensemble des xi fois pi, qui devrait être égal à 0 pour dire que le jeu il est équitable. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait l'espérance des gains, qui est la somme de tout ça, la somme de TI fois P de TI. Donc moins 1,5 fois le 1/6 jusqu'à plus moins 5,5 fois le 1/6 plus 5,5 fois le 1/6 qui est égal à 0. Donc pour dire que le jeu, l'espérance de gain est égale à 0, donc le jeu il est équitable. Donc l'exercice numéro 3, je vous lis l'énoncé. Dans un examen de dissertation, on admet que le nombre de fautes x dans un sujet de dissertation obéit à une loi de Poisson de paramètre 3. Calculez la probabilité des événements suivants. Première question, le sujet de dissertation est sans faute. Donc tout d'abord, nous allons déterminer ou décortiquer un certain nombre d'éléments qu'on a dans l'exercice. Vous avez la variable x qui est définie par le nombre de fautes. Et comme ça a été indiqué, x obéit à une loi de Poisson de paramètre 3. Ce qui nous permet d'utiliser la règle suivante, P de x, probabilité suivante, P de x qui est égal à K, qui est égal à E à la puissance moins 3 fois 3 à la puissance K sur K factoriel. Donc ça c'est le premier élément à déterminer. Deuxième chose, c'est que vous avez la question, le fait d'avoir de n'avoir aucune faute. Ça veut dire qu'il fallait calculer, autrement dit, il fallait calculer P de x qui est égal à 0. Donc vous pouvez avoir cette valeur-là directement de la deuxième table de loi de Poisson, comme on a fait. Donc P de x est égal à 0, comme on a pu soustraire ou déterminer cette valeur à travers la deuxième table de loi de Poisson, à travers l'intersection entre les valeurs de lambda. Les valeurs de lambda se retrouvent au niveau de chaque colonne. Donc vous avez la valeur de lambda est égale à 3 et les valeurs de x qui est égale à 0 en ligne. Donc l'intersection entre colonne et ligne, ça vous donnera la valeur de 0,0498. Donc ça c'est pour la première question. Vous avez la deuxième question, plus de 3 fautes. Plus de 3 fautes, ça veut dire qu'il fallait calculer P de x qui est supérieur strictement à 3
Donc en passant par l'événement contraire, cette probabilité est égale à 1 moins P de x qui est inférieur ou égal à 3. Donc 1 moins P de x qui est inférieur ou égal à 3, je peux utiliser deux méthodes en se référant à deux tables. Donc vous avez 1 moins P, donc cette P de x qui est inférieur ou égal à 3, elle peut être égale à P de x est égal à 0, plus P de x est égal à 1, plus P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 3. Donc et vous allez déterminer ces valeurs-là dans la deuxième table de loi de Poisson. Le montant total, donc ce montant que vous allez trouver, vous allez le retrancher de 1 et ça vous donnera la valeur. Et à titre aussi d'indication, j'insiste sur le fait de remplacer P de x supérieur strictement à 3 par 1 moins P de x qui est inférieur ou égal à 3, c'est justement dans le cas discret, comme ça a été signalé par M. Gelé dans le cours. Donc vous avez cette méthode-là, ou vous avez la deuxième méthode qu'on a utilisée, directement en utilisant la première table de loi de Poisson. Donc P de x qui est supérieur strictement à 3 est égal à 1 moins P de x qui est inférieur ou égal à 3. Vous allez utiliser la première table à travers l'intersection entre la valeur de lambda qui est égale à 3 et la valeur de x qui est égale à 3. Donc vous allez trouver est égal à 0,6472. Vous allez retrancher cette valeur de 1, ça vous donnera 0,3528. Par la suite, vous avez la question numéro 2 ou 3, pardon, avoir plus de 5 fautes. Donc, avoir plus de 5 fautes, moins de 5 fautes, pardon. La troisième question, avoir moins de 5 fautes. Avoir moins de 5 fautes, ça veut dire que vous pouvez avoir, il fallait calculer quoi? C'est P de x qui est inférieur strictement à 5. Que je pourrais aussi la remplacer par P de x qui est inférieur ou égal à 4. Ça veut dire que je pourrais, donc cette probabilité, je pourrais la remplacer par quoi? P de x qui est égal à 0, plus P de x est égal à 1, plus P de x qui est égal à 2, plus P de x est égal à 3, plus P de x est égal à 4. Et vous allez faire la somme. Bien sûr, vous allez trouver ces valeurs-là dans la deuxième table de loi de Poisson. Et comme je viens d'indiquer, P de x qui est inférieur à 5 est égal à P de x qui est inférieur ou égal à 4. C'est toujours dans le cas discret. Donc, c'est ce qu'on a utilisé dans la réponse. On a utilisé la première table de loi de Poisson directement à travers l'intersection entre la valeur de lambda qui est égale à 3 et la valeur de x qui est égale à 4. Donc ça vous donnera 0,8153. Maintenant, la dernière question, au moins 6 fautes. Okay. Au moins 6 fautes, comment je peux refléter cette question sous forme de probabilité? C'est le fait d'avoir au moins 6 fautes, ça veut dire que je pourrais avoir 6 fautes, 7 fautes, 8 fautes, jusqu'à n fautes. Je pourrais la reformuler, la remplacer par x qui est supérieur ou égal à 6. Toujours j'utilise l'événement contraire, ça vous donnera 1 moins P de x qui est inférieur ou égal à 5. Comme j'ai dit, donc cette probabilité, je pourrais la remplacer par P de x qui est égal à 0, plus P de x qui est égal à 1, plus P de x qui est égal à 2, plus P de x qui est égal à 3, plus P de x qui est égal à 4, plus P de x qui est égal à 5. Et bien sûr, ces valeurs-là, je vais les trouver dans la deuxième table de loi de Poisson. La somme, donc le montant que je vais trouver, je vais le retrancher de 1. Ça vous donnera la valeur qu'on a trouvée normalement au niveau de la réponse qu'on a présentée au niveau du polycopié.
Donc, sauf qu'au niveau de polycopier, on a utilisé la première table de loi de Poisson. Donc P de x qui est supérieur ou égal à 6, c'est égal à 1, moins P de x qui est inférieur ou égal à 5. On a déterminé cette valeur au niveau de la première table de loi de Poisson à travers l'intersection entre lambda qui est égal à 3 et x est égal à 5. Ça vous donnera la valeur de 0,9161 et donc vous allez retrancher cette valeur là, ça vous donnera la valeur de 0,0839. Donc c'est tout pour cette série là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage.